Tu sais, tu as vraiment l'air faible en personne. Sa voix porta à travers la table, assez aiguisée pour que des dîneurs proches se tournèrent effectivement. Elle tapotait son ongle poli contre le verre à vin, comme si le son de cela pouvait marteler son poing plus fort. Elle ne chuchotait pas. Elle voulait que lui et tout le monde entendent exactement ce qu'elle pensait de l'homme assis en face d'elle. L'insulte pendait dans l'air une seconde trop longtemps. Il ne réagit pas, ne se recroquevilla pas, n'eut même pas l'air offensé. Il inspira juste une fois, stable et pratiqué. Le genre de souffle qu'un homme prend quand il se prépare à quelque chose de plus grand que l'humiliation. La pièce se sentait serrée de jugement, mais il resta immobile, mains jointes, regard stable. Et avant que je te montre le moment exact où un étranger fit éruption à travers ces portes du hall, avant la fumée, avant les cris, tu dois savoir pourquoi il est resté si calme, même en étant renvoyé devant une foule. Au fait, ordinairement, d'où regardes-tu? Dis-moi dans les commentaires ci-dessous. Parce que ce n'est pas une histoire sur un mauvais rendez-vous. C'est sur la force que les gens négligent jusqu'au moment où elle leur sauve la vie. Il ne dit rien tout de suite. C'était sa silencieuse rébellion, le silence au lieu de mordre. Même maintenant, face à quelqu'un qui sentait clairement que son statut lui donnait le droit de l'évaluer comme un produit défectueux, il ne fit que redresser le poignet de sa chemise de travail. Pas nerveux, juste composé. Alvin était arrivé portant encore la moitié de son uniforme d'entretien parce qu'il s'était précipité d'un travail de réparation tardif. Le personnel de l'hôtel le connaissait comme le gars qui réparait tout sans plainte. Toujours poli, toujours stable. Mais assis encadré par la lumière des bougies et le décor de luxe, il semblait douloureusement déplacé à côté d'une femme polie de la tête à l'ambition. Il ne s'en souciait pas. Ce dont il se souciait était le garçon de 8 ans qui attendait à la maison, probablement en train de s'endormir sur le canapé, avec un livre ouvert sur sa poitrine encore. Ce petit garçon était la raison pour laquelle il avait accepté ce rendez-vous à l'aveugle du tout. Sa sœur insista qu'il méritait une chance à quelque chose au-delà du travail et de l'éducation. Miranda Holt, cependant, n'avait clairement pas reçu le même briefing sur la gentillesse. Elle se pencha en avant, abaissant son ton maintenant qu'elle avait fait son point public. Je veux dire, un technicien de maintenance. Mon assistante devait plaisanter quand elle a organisé cela. Je dirige Halt Dynamics. Je négocie avec des entreprises valant plus que votre bâtiment. Il ne tressaillit pas. Le calme en lui était vieux, plus vieux que les cœurs d'hôtel et les rendez-vous à l'aveugle. Cela venait d'une vie différente, une vie que personne ici ne pouvait deviner de ses bottes usées ou de la façon dont il gardait ses épaules détendues. Des années d'entraînement avaient gravé ce calme dans ses os. Des années d'apprentissage quand pousser, quand se retirer, quand respirer pour que le monde ne tremble pas. Il lui donna un petit signe de tête comme s'il reconnaissait ses mots sans en accepter le poids. « Je comprends si ce n'est pas ce que tu attendais. » Son ton n'était pas faible. C'était stable, neutre, presque clinique dans la retenue. Miranda avait mal interprété cela. Elle prit la discipline pour de la soumission. Elle souffla un court rire. « Y attendu? Non, même pas proche. Mon temps est précieux. Tu aurais pu au moins essayer d'avoir l'air de la partie. » Quelque part derrière eux, des plats s'entrechoquèrent alors qu'un serveur trébuchait. Une petite agitation ondula près des portes du hall. Evan l'entendit avant elle. Instinct aigu tressaillant sous le calme. Il se tourna légèrement, pas assez pour l'alarmer, juste assez pour vérifier la source. Une paire de gardes de sécurité se déplaça rapidement à travers le sol de marbre. Mains sur les radios, sourcils serrés d'urgence. Quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Quelque chose de mal. Miranda ne remarqua pas. Elle était trop occupée à décrire les types d'hommes qu'elle fréquentait habituellement, soulignant chaque accent de luxe comme un badge. Pilote, fondateur, investisseur. Chaque détail élargissait le canyon de classe entre eux.
Il ne saisit que des fragments de son monologue parce que son attention s'était déjà divisée, à moitié concentrée sur ses mots, à moitié scrutant la pièce comme il le faisait toujours quand la tension bourdonnait faiblement dans l'air. Les vieux instincts ne mouraient pas. Ils dormaient avec un œil ouvert. Un membre du personnel heurta une chaise, manquant de faire tomber un plateau. Un autre se précipita vers le couloir de service, chuchotant dans un casque. Le schéma était indubitable. Il le reconnut bien avant que le chaos n'atteigne jamais les yeux d'un civil. Quelque chose se passait. Il s'ajusta sur son siège, sa posture s'aiguisant presque imperceptiblement. Miranda remarqua enfin. « Quoi? Maintenant tu es nerveux. »« Non, dit-il doucement, juste en écoutant. »« À quoi? » ricana-t-elle. Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. La pièce se déplaçait autour d'eux, mais elle ne pouvait pas sentir le tremblement monter sous la surface de la soirée. Elle leva les yeux au ciel, clairement agacée qu'il ne soit plus entièrement concentré sur elle. Tu sais, cette attitude ne t'aide pas. Faible et distrait. Mauvaise combinaison. Il ne la corrigea pas. Le calme n'était pas pour son bénéfice. C'était une préparation. Un autre membre du personnel passa devant eux en courant, essoufflé. La sécurité près de l'entrée se raidit alors que quelque chose captait leur attention. Et alors que Miranda tendait la main vers son vin à nouveau, inconsciente. Un faible bruit sourd résonna de l'extérieur des portes vitrées. Il l'entendit comme un déclencheur. Il inclina légèrement la tête et murmura « Nous devrions rester alertes. » Elle ricana de nouveau. « S'il te plaît, si quelque chose se produisait réellement, de vrais professionnels s'en occuperaient. » Il ne sourit pas. Il n'argumenta pas. Il observa simplement le hall, le souffle ancré profondément dans sa poitrine, attendant le changement qu'il sentait déjà venir. Parce que les vrais professionnels travaillent parfois dans des uniformes, elles ne respecteraient jamais jusqu'au moment où ils sont la seule chose se tenant entre elles et le danger. Il resta parfaitement immobile alors qu'un autre bruit sourd lointain vibrait à travers le sol du hall, doux, mais portant cette étrange lourdeur que le corps humain reconnaît avant l'esprit. Miranda ne tressaillit pas. Elle était trop enveloppée dans sa propre irritation, faisant tournoyer son vin, comme si le mouvement pouvait lisser le malaise se répandant autour d'eux. Mais il entendit le changement dans les pas, le resserrement des voix, le statique montant à travers les radios de sécurité. Un serveur passa en courant, manquant de heurter leur table, les yeux grands ouverts et sans focus. Il étudia le plateau pour elle avant qu'il ne bascule. Elle marmonna une excuse et fila vers le couloir de service. Cette petite interaction lui en dit plus que le bruit lui-même. Le personnel n'était pas entraîné à la dissimulation. La peur fuyait à travers leurs mouvements avant que les mots ne le fassent jamais. Miranda soupira dramatiquement. « C'est ridicule. D'abord, on me fait rencontrer quelqu'un qui ne peut même pas s'habiller correctement. Et maintenant, le service s'effondre. Quoi ensuite? » Il ne répondit pas. Son regard resta fixé sur l'entrée du hall. 3 agents de sécurité se déplacèrent en formation triangulaire vers les portes principales. Pas lent, pas désinvolte, une urgence intentionnelle, contrôlée, un schéma qu'il connaissait intimement d'une vie différente. Il se leva à mi-chemin de sa chaise sans penser, ses muscles se tendant avec une vieille préparation. Miranda fronça les sourcils brusquement. « Assieds-toi, tu te rends ridicule. » Un autre impact étouffé vint de l'extérieur. Celui-ci, elle l'entendit. Elle tressaillit légèrement avant d'essayer de le masquer avec une gorgée de vin régulière. Quoi? Qu'était-ce? Il ne s'assit pas. Nous devrions être prêts à bouger. Pourquoi? Sa voix se brisa avant qu'elle ne la rattrape. Il scanna le hall de nouveau. Des clients chuchotant, une mère tirant son enfant plus près, un homme d'affaires serrant son téléphone comme un bouclier. L'air portait cette étrange pression d'une pièce se préparant à quelque chose que personne n'avait encore nommé. « Je n'aime pas ton ton, » dit Miranda, essayant de reprendre le contrôle par la netteté. « Tu fais sonner comme si quelque chose n'allait pas. » Il n'adoucit pas sa voix.
Quelque chose ne va pas. Les portes vitrées s'entrechoquèrent violemment. Cette fois, toute la pièce l'entendit. Un silence tomba, non pas le silence, mais cette inspiration collective tendue partagée par des étrangers sentant le même danger. La sécurité se précipita en avant, main sur les étuis, formant une barrière entre les clients et l'entrée. Miranda se renversa sur son siège, finalement secoué. « Est-ce normal? » « Non, dit-il simplement. Il fit le tour de la table, se positionnant entre elle et les portes du hall. L'action était instinctive, pas dramatique, pas héroïque, juste un placement précis, la façon dont il l'avait fait des centaines de fois lors d'évacuations, de raids et d'extractions médicales. Le calme sous le feu était une habitude, pas un choix. Les portes explosaient vers l'intérieur. Un homme défonça les portes, poussant le verre et le métal comme si la structure ne pesait rien. Des cris éclatèrent. Des gens se précipitèrent dans toutes les directions. L'attaquant lança un petit cylindre métallique à travers le sol. Il roula, cliqua 2 fois et se dissout en un nuage de fumée blanche épaisse qui engloutit la moitié du hall. Des cris fracturèrent la pièce. Miranda figea. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle n'était pas la seule. Des dizaines de clients perdirent leur orientation instantanément, alors que la fumée brouillait leur vision et que la panique étouffait la logique. Il réagit avant de penser. Il saisit le bras de Miranda. Stable, mais pas dur. Bouger maintenant. Elle ne pouvait pas. Ses talons glissèrent contre le marbre alors qu'elle essayait de se lever. Souffle peu profond. Elle était puissante en réunion, confiante dans les salles de conseil, mais ici en vrai danger, elle était non entraînée et non préparée. Il traîna une chaise de côté, créant de l'espace, et la poussa derrière une colonne de soutien, alors que la sécurité essayait et échouait à former une réponse organisée. La fumée les désorienta. Leur radio crépitait inutilement. Il chercha d'abord les enfants. Toujours les enfants. C'était un instinct issu de longues heures et de triage sous le feu, cherchant les plus petites silhouettes. Il repéra un garçon pleurant près du bureau de la réception, serrant un sac à dos presque plus grand que lui-même. Aucun adulte près de lui, aucune couverture le protégeant. Il bougea. Miranda cria après lui, la voix brisée par la peur. Il ne se tourna pas. La colonne la protégeait pour le moment, le garçon n'avait rien. Alors qu'il courait, il saisit une lourde lampe de poche d'entretien d'un outil de carte tombé qu'il utilisait chaque jour. Soudain essentiel. Ce n'était pas une arme, mais c'était assez solide pour briser le verre, rediriger les foules ou créer des signaux à travers la fumée. Un objet simple, humble mais puissant dans les bonnes mains. Il glissa sur le sol, rattrapant le garçon avant qu'un homme paniqué ne trébuche sur lui. « Je t'ai », murmura-t-il, la voix stable, ancrant l'enfant par le ton seul. Le garçon s'accrocha à lui instantanément, tremblant. La sécurité tenta de se précipiter sur l'attaquant, mais la fumée les aveugla. L'homme balança sauvagement et renversant un à terre. Il déplaça le garçon sur sa hanche et navigua vers un point d'abri temporaire d'alcôve de service qu'il connaissait bien de ses tournées d'entretien. Il posa l'enfant doucement et s'accroupit pour rencontrer son regard. « Reste ici, ne bouge pas tant que je ne reviens pas. » Les larmes du garçon traversèrent la suie. Il hocha la tête. Miranda, toujours derrière la colonne, regardait tout. Son insulte précédente résonnait dans son esprit comme une blague cruelle. Faible. Elle l'avait appelé faible. Il était la seule personne à bouger avec précision. Il inspecta de nouveau le hall, cartographiant les mouvements, identifiant les points d'étranglement. Son cerveau glissa dans son ancien rythme. Évaluer, stabiliser, rediriger. Miranda réussit à chuchoter, à peine audible. « Comment sais-tu quoi faire? » Il ne répondit pas. Non pas parce qu'il refusa, mais parce qu'une femme blessée rampa en vue, se traînant avec des bras tremblants. Il courut vers elle, glissant sur ses genoux, vérifiant ses signes vitaux avec une mémoire musculaire plus ancienne que son badge d'hôtel. Un autre cri déchira la brume.
Miranda frissonna derrière sa colonne, la serrant comme une ligne de vie. Et pour la première fois, elle comprit. Ce n'était plus elle qui l'évaluait. Le monde l'était et il se levait pour le rencontrer. Il vérifia la respiration de la femme, deux doigts contre son cou, comptant les pulsations sous l'air épaissi par la fumée. Peu profond, mais présent. Sa jambe saignait, pas d'un tir, plus comme du verre brisé. Quand les portes soufflèrent vers l'intérieur, il déchira une bande de la nappe en lin à côté d'elle et l'enroula fermement autour de son mollet. Les mouvements étaient propres, efficaces, le genre de mouvement qui venait d'un entraînement répété jusqu'à ce qu'ils vivent dans le muscle, pas la mémoire. Elle essaya de parler, toussant de la fumée. Il pressa une main stable sur son épaule. « Garde ton souffle. Tu es stable pour l'instant. » Sa voix portait le même calme auquel le garçon s'était accroché des instants plus tôt. Une autre explosion de panique ondula à travers le hall, alors que des silhouettes se dispersaient. La fumée s'amincissait juste assez pour que des formes deviennent visibles des agents de sécurité luttant pour retrouver leur formation. Des clients trébuchant aveuglément, l'attaquant arpentant de manière erratique, comme s'il cherchait quelqu'un de spécifique. Cette imprévisibilité était le vrai danger. Une menace ciblée était mauvaise, et une non ciblée était pire. Miranda resta derrière son pilier, tremblante, les yeux grands ouverts et brillants de la réalisation naissante qu'elle avait mal lu tout sur cet homme. Elle le regarda déchirer sa propre manche pour finir de bander la jambe de la femme. Elle le regarda vérifier la position de l'attaquant sans panique. Elle le regarda rester de niveau pendant que le chaos engloutissait la pièce. Un autre bruit sourd résonna quelque chose de lourd jeté à travers le sol. L'instinct claqua à travers lui. Il se tourna vers l'alcôve où il avait laissé l'enfant, vérifiant le mouvement. Le garçon était toujours là, les genoux ramenés à la poitrine, serrant son sac à dos comme un bouclier. Bien. Mais l'attaquant changeait de direction maintenant, moins errant, plus concentré. Son regard traça à travers la pièce vers les ascenseurs. C'était mauvais. Les ascenseurs étaient l'endroit où des dizaines de clients s'étaient enfuis, croyant qu'ils trouveraient de la sécurité à l'intérieur. S'il les atteignait, il se leva rapidement. « Restez basse, dit-il à la femme blessée. L'aide arrive. Il se déplaça avec la foulée contrôlée de quelqu'un qui avait autrefois navigué dans des environnements bien pires. Des zones de combat, des structures effondrées, des complexes en feu. Ses bottes étaient silencieuses sur le marbre. Sa lampe de poche serrée non pas comme une arme, mais comme un outil, prêt à devenir tout ce dont il avait besoin. La sécurité tenta de se regrouper, mais la fumée et la panique fracturèrent leur communication. Leur radio échouait, le statique rugissant à travers chaque ordre tenté. Un officier cria aux autres de reculer, mais un autre crut qu'il voulait dire avancer. La mauvaise communication fragmenta leurs efforts. Il comprit le schéma instantanément. C'est ce qui se passait quand une équipe se fiait au système au lieu des instincts. Quand un échec abattait toute la structure, il dépassa les chaises renversées et les boissons renversées, contournant un ornement de lustre tombant délogé par un client en fuite. Il approcha deux officiers qui luttaient pour s'orienter. L'un agita des instructions frénétiques. « Monsieur, reculez. Nous avons besoin que vous évacuiez avec les autres. » « Les voies d'évacuation sont compromises, dit-il calmement. La fumée pousse les civils vers des points d'étranglement. Vous avez besoin de confinement, pas de retraite. Les officiers hésitèrent. Sa certitude les troubla, non pas parce que c'était faux, mais parce que cela sonnait comme quelqu'un qui avait déjà géré des menaces réelles. « Vous un flic ?» Un demanda à travers une toux. Non, il jeta un coup d'œil vers l'attaquant. Mais j'ai déjà été ici. L'officier ouvrit la bouche pour questionner davantage, mais un autre cri déchira le hall, un cri perçant du fond où un groupe de clients avait été acculé par des tables renversées. L'attaquant se tourna vers le son. Il ne pensa pas. Il agit. Il traversa la pièce,
passant entre les chaises renversées et l'argenterie renversée. Miranda le regarda partir, sa silhouette disparaissant dans la fumée s'amincissant. Pour la première fois, elle comprit qu'elle avait jugé quelqu'un sans connaître la moindre vérité sur lui. L'attaquant se jeta vers le groupe de clients terrifiés. Il saisit une chaise et la jeta de côté. Une femme trébucha en arrière, trébuchant sur une lampe tombée. Un autre homme essaya de la protéger avec des bras tremblants. Il les atteignit en quelques secondes. Il ne plaqua pas l'attaquant, pas encore, pas sans comprendre le schéma de l'homme. Au lieu de cela, il utilisa le faisceau de sa lampe de poche, le dirigeant directement dans les yeux de l'attaquant. L'éclat soudain de lumière fit tressaillir l'homme, levant son bras par réflexe. Cette demi-seconde d'interruption fut suffisante. « Bougez », commanda-t-il au groupe derrière lui. Ils s'éloignèrent en une course trébuchante. Il recula, gardant son faisceau stable, utilisant la lampe de poche non pas comme une arme, mais comme un outil directionnel de contrôle à travers la désorientation. L'attaquant balança aveuglément. Le coup effleura son bras, mais il ne rompit pas sa position. La douleur était secondaire. L'objectif était primaire. La sécurité le rattrapa finalement derrière lui. « Nous pouvons prendre le relais d'ici. Vous perdrez plus de gens si quelqu'un ne bloque pas l'accès à l'ascenseur, dit-il. « Comment sais-tu cela? » Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Ses yeux s'agitèrent vers la batterie d'ascenseur, puis vers la position changeante de l'attaquant. La menace télégraphiait son intention, et il la lisait comme une langue qu'il n'avait pas oubliée. Un officier déglutit difficilement. « Qui êtes-vous? » Avant qu'il ne puisse répondre, Miranda cria de l'autre bout de la pièce, la voix tremblante de quelque chose entre la peur et l'admiration. « Il sait ce qu'il fait. Écoutez-le. » Il ne se tourna pas vers elle. Il ne s'attribua pas le mérite. Il fit simplement le pas suivant, en avant, s'orientant pour intercepter le chemin de l'attaquant avant qu'il ne puisse atteindre les ascenseurs. La fumée s'amincit davantage. La silhouette de l'attaquant s'aiguisa. Des clients s'accrochaient au mur, tremblants. Le garçon dans l'alcôve regardait avec des yeux grands et terrifiés. Il étudia son souffle. Il centra où son poids, et alors que l'attaquant rugissait et chargeait vers le couloir de l'ascenseur, il bougea pour le couper. Non pas avec colère, non pas avec bravade, mais avec la calme certitude d'un homme qui avait autrefois tenu des vies entre ses mains et refusait de les lâcher. La crise n'avait fait que commencer. Il s'engagea directement sur le chemin de l'attaquant, les pieds plantés, les épaules détendues, la lampe de poche inclinée bas pour ne pas l'aveugler, mais pourrait être utilisée au moment où l'homme se jeta. L'attaquant fonça en avant avec un élan sauvage, balançant une tige métallique dans un arc vicieux visant droit sa tête. Il pivota, recevant le coup sur son avant-bras au lieu de son crâne, le redirigeant juste assez pour que l'attaquant trébuche devant lui et s'écrase contre les portes de l'ascenseur. Le fracas métallique résonna à travers le hall. Des clients crièrent. Quelqu'un cria à l'aide. La sécurité tenta de retrouver sa formation, mais la fumée les désorienta, créant des ombres qui ressemblaient à des menaces et des menaces qui ressemblaient à des ombres. Il ne gâcha pas la seconde que la diversion lui avait achetée. Il saisit un support de panneau d'avertissement du sol en plastique léger, mais suffisamment incliné pour servir de barrière improvisée, et s'avança, le plaçant entre l'attaquant et les clients terrifiés derrière lui. Le but n'était pas de combattre, c'était de rediriger, contenir et acheter du temps aux civils pour bouger. « Reculez », dit-il au groupe, la voix stable et coupée. « Restez contre le mur et allez à gauche. » Maintenant, ils obéirent instantanément. La peur les rendit dociles. Son calme les fit le croire sans question. L'attaquant se repoussa des portes de l'ascenseur, secouant la tête comme un animal furieux se remettant de la désorientation. Ses yeux se fixèrent de nouveau sur la foule en mouvement. Il rugit et chargea. Il maintint la barrière inclinée. L'attaquant s'y fracassa, le repoussant d'un pas, mais sans le déséquilibrer. Le plastique craqua, mais tint assez longtemps pour qu'il se tourne de côté
et pousse l'attaquant loin de la foule. Pas un coup, juste une redirection contrôlée. Exactement le genre qu'il avait pratiqué sur un stagiaire peu coopératif des années auparavant. Miranda regardait de derrière sa colonne, sa poitrine montant et descendant par à-coups tremblants. Elle ne pouvait pas détourner les yeux. Tout ce qu'elle avait dit plus tôt la poignardait, aiguisée par la honte. L'homme qu'elle avait renvoyé contrôlait la pièce mieux que toute son équipe exécutive ne gérait la crise trimestrielle. L'attaquant balança de nouveau la tige métallique, cette fois attrapant le côté de ses côtes. La douleur éclata chaude et immédiate, mais il ne recula pas. Il absorba l'impact avec un grognement, saisit le poignet de l'attaquant et le tordit juste assez pour desserrer sa prise. La tige cliqueta sur le marbre. La sécurité hésita, incertaine d'intervenir ou de se retenir. Un officier commença à avancer. Il leva une main sans le regarder. Sortez les civils de la ligne directe. Il est imprévisible. Ne le précipitez pas. Son ton n'était pas autoritaire, mais il portait le poids de quelqu'un qui avait donné des ordres sous le feu. L'attaquant se jeta de nouveau, cette fois essayant d'atteindre le garçon dans l'alcôve. L'enfant cria. Ce son coupa à travers la fumée, la peur et la distance assez aiguisée pour déclencher quelque chose de profond en lui. Il s'élança en avant, saisissant le bras de l'attaquant et le traînant de côté avant qu'il ne puisse atteindre l'enfant. Ils se heurtèrent à un chariot à bagages renversé, le métal cliquetant bruyamment. L'attaquant le griffa, mais il maintint son centre de gravité bas, forçant le poids de l'homme hors d'équilibre. Il n'essayait pas de le retenir en permanence, juste assez longtemps pour que la sécurité se repositionne. « Prenez le gamin !» cria-t-il. Un membre du personnel, tremblant mais réactif, tendit la main dans l'alcôve et tira le garçon dans un coin plus sûr. L'enfant garda ses yeux fixés sur lui, terrifié mais confiant. L'attaquant se dégagea et se précipita sur ses pieds, saisissant un tesson de verre brisé du sol. Ce n'était pas une arme de portée, mais le désespoir la rendit dangereuse. L'homme fendit sauvagement. Il recula, contrôlant la distance, les yeux balayant constamment les entrées, les sorties, les schémas de sécurité, les groupes de civils, les zones de chute potentielle. C'était le genre de conscience situationnelle dont il ne parlait jamais. Le genre qui venait de nuifoster à stabiliser des soldats blessés pendant que le chaos explosait autour de lui. Il voyait tout à la fois. La direction de la dérive de la fumée, la boiterie dans la jambe gauche de l'attaquant, le bras affaibli qui tenait le tesson de verre, la façon dont sa respiration était assez irrégulière pour prédire des éclats d'énergie suivis d'un effondrement. Il n'avait pas besoin d'armes, il avait la connaissance. L'attaquant se précipita en avant de nouveau. Il fit un pas de côté, saisit le poignet de l'homme et le tordit brusquement. Le tesson tomba. Il le repoussa du pied avant qu'il ne puisse être utilisé de nouveau. La sécurité vit enfin une ouverture. 2 officiers avancèrent et avec des menottes essayant d'immobiliser l'attaquant. Mais l'homme se débattit avec une force imprévisible, les submergeant presque. La lutte se transforma en un enchevêtrement dangereux. Un officier fut épinglé maladroitement, l'autre perdant sa prise. Il bougea sans hésitation. Il se glissa derrière l'attaquant, bloqua un bras autour de son coude et appliqua une pression contrôlée, juste assez de levier pour déstabiliser l'homme sans causer de dommages permanents. C'était d'une manœuvre née d'innombrables exercices, le genre que les soldats apprenaient, afin qu'ils puissent en maîtriser sans escalade dans des environnements civils. « Tenez-le », dit-il aux officiers. Cette fois, ils obéirent instantanément. Ensemble, ils forcèrent l'attaquant au sol, sécurisant ses poignets avec des menottes. Dès que la menace fut contenue, il recula, sa poitrine se soulevant doucement, ses côtes lancinant du coup précédent. La fumée s'amincit assez pour révéler son visage, clairement concentré, alerte, inébranlable. Miranda le regarda comme si elle ne l'avait jamais réellement vu auparavant. L'officier à côté de lui trouva enfin sa voix. « Monsieur, vous n'êtes pas juste de la maintenance, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas.
Son regard balaya de nouveau la pièce, s'assurant qu'aucun nouveau danger ne faisait surface. Parce que la crise n'était pas finie, pas avant que chaque civil ne soit en sécurité, et il pouvait déjà voir un nouveau problème se former près du couloir nord, où plus de clients étaient piégés derrière des débris de Fallon. Il se tourna vers cela sans hésitation. Il se déplaça vers le couloir nord, les côtes douloureuses à chaque pas, mais sa concentration s'aiguisa au lieu de vaciller. Les débris bloquant le couloir étaient un mélange d'étagères renversées, de décorations tombées et d'un chariot de service cassé qui avait été renversé de côté quand la foule s'était précipitée plus tôt. Derrière cela, il pouvait entendre des pleurs, plusieurs voix, une distinctement celle d'une femme essayant de calmer quelqu'un de plus jeune. Il s'accroupit à côté du blocage, testant son poids, trop lourd pour être soulevé seul en un seul morceau. Mais il y avait des angles qu'il pouvait décomposer, des bords qu'il pouvait déplacer, des années à naviguer dans des structures effondrées et des zones de combat lui avaient appris que les débris étaient rarement un seul objet. C'était un puzzle déguisé en chaos. Sécurité, appela un officier de derrière. Nous avons besoin de vous ici. Il ne se tourna pas. Il y a des civils piégés. C'est une priorité. Un autre officier s'approcha en courant, haletant. Nous avons déjà appelé les pompiers. Ils sont à 10 minutes. Ils n'ont pas 10 minutes, dit-il, toujours en train d'analyser la structure. Aide-moi à déplacer cette section supérieure. L'officier hésita seulement une seconde avant de se placer à côté de lui. Ensemble, ils épaulèrent le panneau supérieur de bois, le déplaçant suffisamment pour créer un espace. La poussière descendit. Quelqu'un à l'intérieur toussa douloureusement. Ça s'effondre. La voix d'une fille sanglota de l'autre côté. C'est stable, rappela-t-il, la voix assez stable pour couper à travers la panique. Je suis juste ici. Nous vous sortons. L'officier le regarda de nouveau de la même manière que les autres l'avaient regardé toute la nuit, comme s'il voyait une version de lui qui ne correspondait pas à l'uniforme qu'il portait. Mais il ne le questionnait pas maintenant. Pas après l'avoir regardé maîtriser l'attaquant. Pas après avoir été témoin de la façon dont il lisait le danger comme une langue. Ils dégagèrent d'abord la plus petite section, assez pour qu'il puisse se glisser à un angle. Il se faufila entre les débris et le mur jusqu'à ce qu'il entre dans la poche d'espace exiguë où 3 personnes étaient bloquées. Une femme avec un front saignant, un homme d'âge moyen tenant son bras maladroitement, et une fille pas plus âgée que 13 ans, tremblant de manière incontrôlable. Il s'agenouilla à côté de la femme, évaluant sa blessure. Les coupures au front saignent toujours plus qu'elles ne devraient, mais elle était consciente, ses pupilles réactives. Il déchira une autre bande de tissu, sa chemise était presque en lambeaux maintenant, et la pressa contre sa blessure. « Tu vas t'en sortir », dit-il doucement. L'homme d'âge moyen tressaillit, essayant d'ajuster son bras. « Je pense que c'est cassé. Ne le bouge pas, instruisit-il. Nous le stabiliserons avant de vous déplacer. » La fille serra ses propres mains si fort que ses phalanges devinrent blanches. « Sommes-nous piégés? Allons-nous être coincés ici jusqu'à ce que le bâtiment s'effondre? » Sa voix était ferme mais gentille. « Rien ne s'effondre. Tu as peur, tu n'es pas coincé. » Sa respiration s'accrocha, rapide et peu profonde. Il reconnut les premiers signes d'hyperventilation. « Quel est ton nom? » demanda-t-il. « Emily. Emily, j'ai besoin que tu égalises ma respiration. »« D'accord, regarde-moi. » Il inspira profondément, lent, contrôlé, stable. Il s'assura qu'elle voyait le soulèvement de sa poitrine. Elle essaya de l'imiter. La première tentative trembla. La seconde se calma. À la troisième, sa respiration se synchronisa avec la sienne. La femme murmura « Tu es bon avec les gens ». Il ne répondit pas. Ce n'était pas une question de conversation. C'était de les garder mentalement ancrés pendant qu'il élaborait un plan. Il regarda de nouveau vers l'ouverture. « J'ai besoin de 2 autres officiers ici, cria-t-il. Nous allons soulever le plus grand panneau à mon compte. » La sécurité se précipita pour se rassembler.
Miranda, toujours à moitié cachée derrière sa colonne, le regardait avec de grands yeux. Elle n'avait pas bougé, non pas parce qu'elle était collée sur place par la peur, mais parce qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de fixer l'homme qui continuait à marcher dans le danger sans hésitation. Il guida Emily à travers un autre schéma respiratoire avant de se tourner vers l'homme blessé. « Nous devons immobiliser votre bras. »« Avec quoi? » demanda l'homme grimaçant. Il scanna le tas de débris. Bois cassé, tiges métalliques, fils, trop aiguisés, trop instables. Mais alors il repéra la lampe de poche d'entretien toujours attachée à sa ceinture. Solide, lisse, la largeur parfaite. Il la tira libre. Ceci, il enroula le bras de l'homme avec une autre bande de tissu déchiré, fixant la lampe de poche à côté comme une attelle temporaire. L'homme gémit sous la pression, mais hocha la tête. « Merci. » Il positionna la femme blessée et Emily pour l'extraction. L'espace était étroit, mais si les débris se déplaçaient vers le haut au lieu de l'extérieur, ils pourraient ramper un par un. Il rampa en arrière vers l'ouverture et fit signe aux officiers. « Soulevez à mon signal. Lent, contrôlé. Ne secouez pas. » Un officier hocha la tête. Prêt, 3, 1. Ils soulevèrent vers le haut. Les débris se soulevèrent assez pour élargir l'espace. Il guida Emily d'abord, plaçant ses mains exactement là où elle devait aller pour qu'elle ne glisse pas. Elle rampa à travers l'espace, trébuchant dans les bras d'un membre du personnel en attente. La femme suivit, puis l'homme blessé, plus lent, gémissant, mais maniable. Une fois qu'ils furent sortis, il permet aux officiers d'abaisser les débris de nouveau. La stabilité importait plus que la vitesse maintenant. Emily se précipita vers lui, ses bras s'enroulant autour de sa taille dans un câlin tremblant. Il se figea un instant, surpris, puis posa une main douce sur son dos. « Tu es en sécurité, » murmura-t-il. Sa mère le remercia à plusieurs reprises, des larmes coulant sur ses joues. L'homme au bras cassé réussit un faible sourire. « Tu es un sacré technicien. » Il ne le corrigea pas. Miranda s'approcha maintenant, attirée non par obligation, mais par quelque chose de plus profond. Reconnaissance, peut-être gratitude, peut-être regret. Tu viens de les sauver. Il ne la regarda pas. Son regard balayait déjà le hors de nouveau. Il y avait encore plus de gens, plus de risques, plus d'endroits où le danger pouvait frapper. Et il se dirigeait déjà vers le suivant. Il se déplaça à travers le hall avec la même précision qu'il avait montrée dès la première seconde où le danger était entré dans le bâtiment, scrutant les coins, les sorties, les groupes de foule et les positions changeantes des agents de sécurité qui semblaient toujours incertains de suivre leur protocole ou de le suivre. La fumée persistait en poches inégales, dérivant plus bas maintenant, alors que les systèmes de ventilation rattrapaient enfin le retard. Les échos des cris précédents pulsaient encore à travers l'espace, superposés de pleurs étouffés et des chuchotements frénétiques de personnes essayant de se réconforter mutuellement. Il ne ralentit pas. Chaque seconde comptait. Un agent de sécurité courait à côté de lui, essoufflé. « Monsieur, attendez, dans quoi êtes-vous exactement entraîné? » « Personne ne bouge comme ça, à moins de se concentrer sur la pièce, » répondit-il calmement. La menace n'agissait pas seule. Son schéma de comportement est trop erratique pour une attaque à objectif unique. L'officier serait dit. « Vous pensez qu'il y en a un autre? Je pense que nous nous préparons à tout. » Son ton n'était pas spéculation, c'était une évaluation. Dans sa vie passée, supposer que la menace était neutralisée était comment les gens mouraient. Il scanna la pièce de nouveau, notant les groupes de clients effrayés blottis derrière des meubles renversés. Certains soignaient des blessures mineures. Certains étaient entièrement figés. Il approcha l'un du personnel de sécurité restant, plus ancien, plus expérimenté. « J'ai besoin des schémas du bâtiment dans votre tête. Où sont vos angles morts? Couloir de service? Fuite d'entretien? » L'homme cligna des yeux, surpris que quelqu'un d'extérieur au département demande si spécifiquement. « Angle mort.
Le tunnel de service est le couloir de conciergerie derrière la salle de banquet et l'escalier latéral ont une terrible couverture de caméra. Alors nous vérifions ceux-là d'abord. L'officier hésita, non par désaccord, juste par incrédulité devant la façon dont cet homme, vêtu d'une chemise d'entretien éraflée et contusionné par des coups antérieurs, évaluait leur travail avec plus de clarté que leur propre chef de sécurité. Avant qu'ils ne puissent bouger, une petite voix appela de derrière une station de boissons renversée. C'était le garçon de l'alcôve, Noah. Il tremblait encore, mais n'était plus figé. Il tenait le sac à dos fermement contre sa poitrine. Monsieur, l'homme H a dit quelque chose. Il s'accroupit à côté du garçon. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il n'avait pas fini. Il a dit que quelqu'un d'autre venait. Une onde de tension traversa le personnel de sécurité à proximité. Il hocha la tête une fois. « Merci, c'est très utile. » Il posa une main stable sur l'épaule de Noah. « Reste avec le personnel. Ils te garderont en sécurité. » Les petites doigts de Noah s'accrochèrent à sa manche une seconde avant de lâcher prise. Quand il se leva de nouveau, Miranda le regardait. Pas à distance, pas avec peur, attentivement. La façon dont quelqu'un regarde une vérité réorganisait toute sa compréhension d'une autre personne. « Comment as-tu » Elle marqua une pause, déglutissant difficilement. « Comment as-tu pu rester si calme avec lui, avec les enfants ?» Il ne répondit pas, non pas parce qu'il voulait cacher quelque chose, mais parce que sa question n'importait pas pour l'instant. La pièce pleine de familles en pleurs importait. Les clients piégés importaient. Les failles de sécurité importaient et la possibilité d'une seconde menace importait le plus. Il se dirigea vers le couloir de service Est, l'officier suivant de près. Le couloir était sombre, éclairé par des lumières d'urgence projetant une faible lueur rouge. La fumée dérivait le long du plafond en fines vagues. L'étroitesse du couloir faisait résonner chaque pas. Il ralentit en approchant d'un coin. L'officier derrière lui faillit lui rentrer dans le dodo. « Ne vous précipitez pas dans les coins, » murmura-t-il. « Comment fais-tu » commença l'officier, mais ensuite il tourna le coin lui-même, corps incliné, yeux balayant tout l'espace avant de s'engager à entrer. Le couloir était vide, mais une porte de stockage à mi-chemin pendait légèrement entr'ouverte, une traînée de taches noires marquant la poignée. Il l'approcha prudemment. À l'intérieur, 2 membres du personnel étaient blottis sur le sol, toussant de la fumée résiduelle. Une étagère tombée les avait presque épinglés, mais ils étaient inconscients. Il aida à soulever l'étagère de leurs jambes et les guida vers l'air plus clair. « Quelqu'un nous a poussés là-dedans. » L'un d'eux siffla. « N'a pas vu qui? » Il hocha la tête une fois. « Allez au hall, les médecins seront là bientôt. » Il bougea de nouveau, s'enfonçant plus profondément dans le tunnel de service. C'était là qu'il appartenait. Pas à une table de dîner, étant jugé pour ce qu'il n'était pas, mais dans les coins tranquilles du chaos, où la clarté était rare et inestimable. Miranda apparut au bout du couloir, le souffle tremblant d'avoir couru. « Tu ne peux pas juste disparaître dans les couloirs. Tu pourrais te blesser. »« Je suis conscient, » dit-il sans se tourner. Elle s'arrêta quelques pas derrière lui, regardant la façon dont il bougeait méthodiquement, efficacement, avec une discipline qu'elle n'avait jamais vue que dans des documentaires militaires ou des séminaires de leadership, mettant en vedette des gens bien au-dessus de son grade. Il atteignit le bout du couloir de service. Il s'ouvrait sur une zone de chargement avec un volet métallique partiellement relevé. L'air froid s'infiltrait à travers l'air de l'espace. Il s'accroupit, touchant le sol près du volet. Empreinte fraîche. Un ensemble menant dedans, un ensemble menant dehors. Il serra la mâchoire, réfléchissant aux implications. Si l'attaquant avait un complice, c'était là qu'il s'était glissé dedans ou dehors. Et s'ils étaient retournés dehors, il pourrait ne pas avoir fini. Derrière lui, le chef de la sécurité le rattrapa enfin, flanqué de 2 membres du personnel. « Qu'avez-vous? » Il se mit de côté pour qu'il puisse voir les traces. « Votre périmètre est compromis. »
Quelqu'un est entré ou sorti pendant la première attaque. Le visage du directeur se vida de couleur. Nous n'avons pas eu l'alarme pour cette porte. Le système a dû échouer pendant la détonation de la fumée. Il finit. Le directeur déglutit difficilement. Comment diable savez-vous tout cela? Avant qu'il ne puisse répondre, l'un des officiers à côté du directeur parla doucement. Parce qu'il est entraîné. Plus qu'entraîné. Les yeux de Miranda s'écarquillèrent. La voix du directeur était plus basse maintenant, moins défensive, plus craintive de la vérité qu'ils avaient moquée. Qui êtes-vous? Il ne se vanta pas. Il ne se pavana pas. Il ne leur donna pas son ancien titre. Il dit simplement « Quelqu'un qui ne laisse personne d'autre se blesser ce soir. » Sans attendre une autre question, il se leva et se dirigea de nouveau vers le hall pour préparer la prochaine mesure de sécurité. Parce que la crise n'était pas résolue, elle entrait dans sa phase suivante. Il rentra dans le hall à un rythme contrôlé, les yeux s'ajustant instantanément à la lumière changeante. La fumée s'était amincie, mais la brume émotionnelle était plus lourde maintenant. Peur, confusion, épuisement, tout se mélangeant en un silence tendu brisé seulement par des questions chuchotées et le hurlement lointain de sirènes s'approchant à l'extérieur. Des clients se blottissaient ensemble en cercle serré. Certains tremblaient, certains saignaient. Tous attendaient que quelqu'un leur dise quoi faire. Et d'une certaine manière, sans titre ni badge, ce quelqu'un était lui. Il entra au centre du hall, scannant de nouveau chaque coin. Le chef de la sécurité traînait derrière, serrant sa radio comme une ligne de vie, tandis que quelques officiers attendaient des directives comme les recrues regardent des sergents vétérans quand le monde réel ne correspondait pas à leur manuel d'entraînement. Le directeur prit une inspiration. S'il y a un deuxième attaquant, où pensez-vous qu'ils iront ensuite? Une autre entrée? Ils pourraient essayer pas l'entrée, dit-il doucement. Les ascenseurs. Miranda, toujours en train de traîner derrière une colonne, fronça les sourcils. Pourquoi irait-il là encore? Il pointa légèrement vers le haut, vers la zone de la mezzanine au-dessus du hall. Parce que le premier attaquant est allé droit vers les zones de foule. Ce n'était pas aléatoire, c'était motivé par un schéma. Vous interrompez la visibilité, puis dirigez la panique vers des points d'étranglement. Les ascenseurs et les cages d'escalier sont des goulots d'étranglement. Si quelqu'un d'autre voulait maximiser le chaos, il ciblerait la même faiblesse. Le directeur le regarda avec une réalisation naissante. Vous avez déjà fait cela. Il ne le confirma pas. Il se déplaça simplement vers la batterie d'ascenseurs, les pas rapides mais contrôlés. Plus il s'approchait, plus il remarquait de détails. De petites choses négligées par les civils mais flagrantes pour quelqu'un entraîné à la lecture situationnelle. Une valise fumant encore d'où elle avait été jetée plus tôt. Une flaque de jus renversée se mélangeant à des éclats de verre. Un luminaire pendant par un seul fil balançant faiblement de l'impact précédent. Il enjamba cela et approcha le plus grand ascenseur. Les portes étaient légèrement désalignées, entr'ouvertes de moins d'1 pouce. Quelque chose que la plupart des gens ne remarqueraient pas. Mais il le fit reculer, cria-t-il, levant une main. La sécurité se plaça derrière lui instantanément. Il s'accroupit, pressant légèrement sa paume contre la légère ouverture. L'air chaud pulsait de l'intérieur, non pas du feu, mais du mouvement. Quelqu'un était à l'intérieur de la zone de la cage. Quelqu'un a forcé cette porte, murmura-t-il. Miranda haleta doucement derrière lui. Il inclina son corps pour regarder à travers l'espace. Obscurité, un faible tintement métallique, le raclement indubitable d'une semelle de bottes se déplaçant sur une plateforme étroite. Pas un civil piégé. Quelqu'un attendait. Il se redressa lentement. Nous devons verrouiller toute cette zone d'ascenseur maintenant. Le directeur leva sa radio. Tous les officiers sécurisaient le périmètre autour des ascenseurs. Mou. Pendant que la sécurité se dispersait, il suivit un instinct différent. Pas la force brute, pas la confrontation immédiate, la stratégie. Il toucha le panneau de commande, notant les lumières désactivées,
La commande manuelle, probablement faite rapidement et négligemment. Il savait exactement ce que cela signifiait. Quelqu'un prépare une embuscade, dit-il. Comment peux-tu être sûr? Murmura Miranda. Il ne se tourna pas vers elle. Parce que c'est comme ça qu'on piège les intervenants. Le souffle du directeur s'accrocha. Vous pensez qu'ils attendent que nous l'ouvrions? Oui, ils veulent que le chaos recommence. Miranda pressa une main sur sa bouche. Alors que faisons-nous? Il n'hésita pas. Nous contournons le piège. Utilisez l'escalier de service derrière la salle de banquet pour approcher par la porte d'accès supérieure. Le directeur cligna des yeux. Celui pour les techniciens seulement? Il hocha la tête. Exactement. Ils n'attendront personne venant d'en haut. L'un des officiers plus jeunes secoua la tête. Mais ces portes nécessitent une carte clé codée. Elles sont verrouillées après les heures de travail. Il le regarda un instant, puis tapota la poche latérale de sa chemise. J'en ai une. Les officiers échangèrent des regards confus. Les sourcils de Miranda montèrent en flèche. Tu as accès à des étages sécurisés. Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Son travail de technicien de maintenance lui accordait l'accès à chaque tunnel de service, escalier, installation de stockage et trappe d'urgence dans tout l'hôtel. Des endroits que même les exécutifs ne savaient pas exister, des endroits où le danger pouvait se cacher et la sécurité pouvait être construite. Il se déplaça vers le couloir de la salle de banquet sans attendre de questions. Le directeur suivit, le souffle inégal. Miranda hésita d'abord, mais quelque chose en elle changea, une attraction interne qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. Elle s'avança. Et attendez, n'y allez pas seul. Il ne ralentit pas son pas, puis suivait. Ils le suivirent dans le couloir de service sombre. La poussière dérivait du plafond où les vibrations des impacts précédents avaient déstabilisé le plâtre lâche. L'air avait un goût légèrement métallique, comme les espaces clos quand l'adrénaline les remplissait. Au bout du couloir, il atteignit la porte renforcée. La serrure bipa doucement quand il glissa sa carte clé. La porte s'ouvrit avec un clic métallique. L'escalier était étroit, éclairé par des lumières d'urgence vacillantes. Il entra. Le directeur et 2 officiers le flanquèrent. Miranda resta près de l'embrasure de la porte, tiraillée entre la peur et l'attraction magnétique de comprendre la vérité sur cet homme. Il grimpa rapidement mais silencieusement, plaçant chaque pied avec soin pour éviter l'écho. Au 3e palier, il s'arrêta brusquement et leva une main. Tout le monde figea. Un doux tintement vibra à travers le mur, puis une voix basse masculine marmonnant des jurons sous son souffle. Le 2e attaquant n'était pas dans la cage d'ascenseur. Il était dans le palier de service au-dessus d'eux, en train de monter quelque chose. Le directeur murmura. « Que fait-il en improvisant? » Il murmura. « Installer un dispositif ou bloquer les voies d'évasion. Dans tous les cas, nous interceptons maintenant. » Il désigna un officier. « Couvrez le côté gauche. » Au directeur. « Quand je bouge, vous suivez. » Au 2e officier, « Bloquez l'escalier derrière nous. » Il n'aboya pas d'ordre. Il les délivra de la manière dont une personne qui avait déjà été dirigée le fait. Qui sait comment guider les autres à travers la peur sans l'alimenter? Puis il bougea, gravissant les dernières marches avec une précision délibérée et silencieuse. En haut, il marqua une pause, écoutant. Un cliquetis, un grognement, un claquement métallique aigu. Il fit irruption au dernier virage, attrapant le 2e attaquant avant que l'homme ne réalise même que quelqu'un était derrière lui. Ils s'écrasèrent contre la rambarde latérale, des outils se dispersant sur le sol. L'attaquant donna des coups d'épée de sauvagement. Mais il pivota, utilisant la rambarde pour immobiliser le bras de l'homme et le forcer de côté. Les officiers se précipitèrent pour aider. En quelques secondes, le 2e attaquant fut maîtrisé. Respirant difficilement mais régulièrement, il regarda en bas de l'escalier où Miranda se tenait figée à mi-hauteur, le fixant avec incrédulité, admiration et quelque chose de plus profond, la reconnaissance d'une vérité qu'elle avait moquée 1 heure auparavant.
Il ne parla pas. Il se contenta de s'écarter, laissant l'officier sécuriser l'homme. La crise se déroulait exactement comme il l'avait prédit. Mais il savait d'autres choses aussi. Ce n'était toujours pas fini. Il descendit l'escalier avec le même rythme contrôlé qu'il avait utilisé toute la nuit, laissant l'attaquant maîtrisé sous la garde des officiers. Ses mouvements étaient efficaces, mesurés, non triomphants, juste concentrés. La deuxième menace était neutralisée, mais la nuit ne s'était pas apaisée. Si quoi que ce soit, le calme silencieux sur les escaliers de service semblait plus lourd, comme si le bâtiment lui-même attendait que quelque chose d'autre tourne mal. Miranda le suivit à chaque pas, serrant la rampe avec des doigts tremblants. Elle ne parla pas. Elle ne pouvait pas. Chaque question qu'elle voulait poser semblait microscopique comparée à l'échelle de ce qu'elle avait vu. Elle avait moqué cet homme, elle l'avait renvoyé, elle l'avait appelé faible, et il venait d'arrêter un deuxième attaquant à main nue. Quand il rentra dans le hall, l'environnement avait de nouveau changé, moins frénétique, mais toujours instable. La fumée s'était amincie en une faible brume. Des clients chuchotaient dans cercles serrés, des enfants s'accrochaient à leurs parents, des officiers montaient la garde, incertains s'ils gardaient le bâtiment ou attendaient impuissants plus d'instructions. Ils scannaient leur visage. Ils pouvaient voir le schéma de trauma se former, panique, choc figé, petits tremblements de peur retardés. Plus les gens restaient sans direction ferme, plus les chances que quelqu'un prenne une décision dangereuse étaient élevées. Ils devaient les déplacer vers des zones plus sûres avant que l'adrénaline ne se transforme en chaos. Le chef de la sécurité se précipita vers lui. Nous avons sécurisé l'homme à l'étage. Aucun dispositif trouvé, mais il essayait de bloquer la commande manuelle d'urgence de l'ascenseur. S'il avait fini, il hocha la tête une fois. Cela aurait déclenché une chute, signifiant que quiconque à l'intérieur de cet ascenseur blessé, paniqué, caché, aurait chuté de plusieurs étages. Le directeur déglutit difficilement. Nous vous devons tout. Il ne reconnut pas la gratitude. Son attention s'était déjà déplacée de l'autre côté de la pièce où plusieurs clients pleuraient contre un mur, incapables de bouger. Il marcha vers eux. Une femme d'âge moyen serra son fils adolescent, tremblant de manière incontrôlable. « Est-ce fini? » murmura-t-elle. « Pour l'instant, dit-il, mais nous n'avons pas fini de vous garder en sécurité. » Sa voix tenait cette autorité tranquille vers laquelle les gens s'inclinaient instinctivement en crise. Pas fort, pas dramatique, solide, il se tourna vers les officiers à proximité. Divisez les clients restants en groupes de 10. Déplacez-les vers la salle de banquet. C'est la zone d'espace ouverte la plus sûre avec de multiples sorties. Mais monsieur, marmonna un officier réflexivement, vous ne devriez pas donner le directeur le coup pas. Faites comme il dit. Il ne les regarda pas en arrière, il continua simplement. Quiconque ayant des blessures au-dessus des niveaux mineurs doit être déplacé vers le couloir est. Les médecins entreront par là. Gardez les blessés hors du chemin principal du hall. Les officiers commencèrent à se mettre en mouvement avec une nouvelle direction. C'était un leadership non basé sur l'autorité, mais sur la clarté. Miranda regardait, figé de nouveau, alors qu'il se déplaçait sans effort à travers la pièce, stabilisant, guidant, vérifiant les coins, offrant du réconfort avec rien d'autre que des mots et sa présence. Pour la première fois de sa vie professionnelle, elle vit à quoi ressemblait la vraie gestion de crise. Et ce n'était pas quelque chose qu'elle avait jamais appris en école de commerce ou en réunion de conseil. Alors qu'il approchait de l'entrée de la salle de banquet, Noah, le garçon qu'il avait sauvé plus tôt, courut vers lui, serrant son sac à dos. « Monsieur Zitt, vous avez dit que vous reviendriez. » Il s'agenouilla rapidement. « Je t'ai dit que je ne laisserais rien t'arriver, et je le pensais. » Le garçon jeta ses bras autour de lui. Il posa une main stable sur le dos de l'enfant, le laissant respirer. « Tu es en sécurité maintenant, Noah. Reste avec le personnel dans la salle de banquet. »« D'accord. » Noah hocha la tête et se précipita pour rejoindre les autres. Miranda s'approcha lentement. « Tu es incroyable. » Sa voix se brisa sur le dernier mot.
Il ne répondit pas, non par cruauté, mais parce qu'il évaluait déjà le prochain schéma de mouvement. Et le flux de clients sortant du hall, les officiers se positionnant le long des murs, les faibles lumières d'urgence clignotant dans le couloir. Elle déglutit difficilement. Tout ce que j'ai dit plus tôt, je ne savais pas. Je n'ai pas compris. Toujours pas de réponse. Son menton trembla. Tu as sauvé ces gens. Tu nous as tous sauvés. Je t'ai complètement mal jugé. Il la regarda finalement hocher la tête avec colère. Pas même de déception, juste un réalisme calme et stable. Nous n'avons pas le temps pour ça en ce moment. Les mots n'étaient pas durs, ils étaient une vérité. Et d'une certaine manière, cela blessait plus que n'importe quelle réprimande aurait pu le faire. Soudain, un fort tintement métallique retentit de l'extrémité du bâtiment. Chaque tête se tourna brusquement vers cela. Un volet métallique quelque part plus profondément à l'intérieur s'était fermé violemment à cause d'un impact ou d'un dysfonctionnement. Il ne pouvait pas encore dire. Il se redressa instantanément, le corps se remettant en mode alerte. « Qu'était-ce » murmura Miranda. « Quelque chose de lourd, dit-il doucement. Bougeons, des agents de sécurité convergèrent autour de lui de nouveau, attendant d'une direction comme si la gravité les tirait vers lui. Il les mena vers la source du son, le couloir près de l'aile des services. Le volet là-bas était tombé à mi-chemin du haut, coincé et tordu. Derrière cela, une petite foule de clients était piégée, frappant contre cela désespérément. Un officier jura « Nous ne pouvons pas soulever cela sans outils ». Il s'avança, s'accroupissant pour évaluer la charnière. « Nous n'avons pas besoin de le soulever. Nous devons redistribuer le poids et exploiter le point de pivot. » Il toucha le verre du support inférieur par friction. « Procurez-moi une tige métallique ou un manche à balai, dit-il. » Un membre du personnel s'éloigna en sprintant et revint quelques secondes plus tard avec une perche solide. Il l'inséra dans la fissure près de la charnière et inclina son poids vers le bas sans secouer, juste en appliquant une force contrôlée. Le volet gémit. La charnière se déplaça. Un espace s'élargit. Il hocha la tête aux officiers. Tirez. Ensemble, ils soulevèrent le volet coincé assez haut pour que les clients puissent se glisser dessous. Une femme s'effondra dans ses bras, sanglotant. Il la stabilisa d'une prise douce. « Tu es en sécurité maintenant. » Quand le dernier client piégé glissa à travers, il laissa le volet tomber. Le tintement fit trembler le sol, mais le danger en dessous était parti. Le directeur expira d'une manière chancelante. « Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas faire? » Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il scanna le hall une fois de plus, comptant les blessés, comptant les officiers, comptant les lacunes. Des sirènes retentirent dehors plus proches maintenant, plus fortes. Miranda se plaça à côté de lui, la voix douce. « Est-ce enfin fini? » Il secoua la tête. « Ça vient juste de commencer. » Les sirènes dehors devinrent un cœur perçant, les reflets clignotant rouge et bleu à travers les murs de verre de l'hôtel. Il se dirigea vers l'entrée, scrutant la fumée s'amincissant, les groupes de clients secoués, et les silhouettes changeantes des officiers qui attendaient des premiers intervenants comme des étudiants regardant l'arrivée d'un directeur. La crise avait englouti le bâtiment assez longtemps. Maintenant, il était temps de changer de rôle, de tenir la ligne à la passée, mais rien dans son corps ne se détendit. Pas encore. Les SMU sont ici. Un garde de sécurité appela, la voix brisée par le soulagement. Il hocha la tête une fois, non pas en célébration, mais en reconnaissance. La présence de médecins ne signifiait pas victoire. Cela signifiait coordination. Et coordination signifiait précision. Trop de gens étaient encore en état instable. Trop de coins du bâtiment restaient non traités, et la menace, bien que neutralisée, exigeait un confinement. Il avait vu des catastrophes où le chaos de phase tardive réclamait plus de vie que l'attaque elle-même. « Ouvrez un chemin clair », instruisit-il. « Créez une voie directe de l'entrée à la zone de triage. » La sécurité se précipita pour le suivre, ne se demandant plus pourquoi il menait. Le chef de la sécurité aboya des ordres qui s'alignaient avec ses mouvements,
Et en quelques minutes, le hall encombré se transforma en un couloir structuré, tables poussées de côté. Les foules se déplacèrent vers des poches sûres, les débris dégagés autant que possible. Les médecins se précipitèrent, faisant rouler l'équipement. Il se mit de côté, les laissant passer, puis en guida un vers la femme blessée d'avant. Lacération à la jambe, possible fragment de verre. Bandé, mais nécessite irrigation et nettoyage. Le médecin le regarda, les sourcils levés à l'efficacité de son rapport. Vous un infirmier? Plus maintenant. Pas faux. Pas entièrement juste assez pour faire passer le médecin. Un autre médecin approcha l'homme avec la telle improvisée de lampe de poche. Qui a stabilisé cela? Il ne répondit pas. Un civil le désigna. Il l'a fait. Le médecin cligna des yeux. C'est en fait un manuel. Pression parfaite. L'éloge n'était pas pour lui. C'était pour le patient. C'était bien. Il continua. Miranda planait quelques pas derrière lui, et sur un derrière lui, regardant tout se dérouler. Elle n'essaya pas de parler de nouveau. Ses mots précédents, les insultes tranchantes et insouciantes, s'accrochaient à elle comme de la fumée, et la vérité plus profonde qu'elle avait été forcée de confronter pesait lourd dans ses yeux. Pas faible, pas petit, pas laissé, il était la seule raison pour laquelle le hall n'était pas une morgue. Il approcha le garçon de nouveau, s'agenouillant pour rencontrer ses yeux. « Comment tiens-tu le coup? » Noah serra son sac à dos plus fort. « Tu vas bien? » Il esquissa un sourire faible et fatigué. « Assez bien. » Le garçon jeta ses bras autour de lui de nouveau, petit corps tremblante. Il le tint une seconde de plus qu'avant, l'ancrant, le laissant respirer avant de l'envoyer doucement vers la salle de banquet avec une escorte médicale. Dès que Noah fut hors de danger, il pivota de nouveau vers l'escalier où le deuxième attaquant avait été capturé. Des officiers traînaient l'homme maîtrisé dehors, marmonnant sous leur souffle à propos des motifs, des complices et des accusations. Le directeur semblait dépassé, clignant des yeux rapidement comme s'il essayait de traiter l'ampleur de tout ce qu'ils avaient manqué. Il approcha le directeur baissant sa voix. « Verrouillez la mezzanine, restreignez l'accès à toutes les trappes de maintenance et ne laissez personne toucher les systèmes d'ascenseur. Ils ont besoin d'une inspection complète avant l'opération. » Le directeur hocha la tête rapidement. « Juste, oui, absolument. » Il était sur le point de passer à autre chose quand deux policiers entrèrent par la porte latérale, les armes dans leurs étuis mais la posture professionnelle. L'un d'eux s'avança, lequel d'entre vous a coordonné le confinement. Le directeur ouvrit sa bouche puis la referma. Lentement, il désigna. L'officier se tourna vers lui. « Monsieur, nous avons besoin d'un résumé de la menace initiale, du schéma de mouvement, des blessures et de la réponse. Votre leadership a empêché l'escalade. Nous aimerions votre déclaration d'abord. » Il secoua la tête. Les déclarations peuvent attendre. Les gens ont besoin de stabilité avant les rapports. L'officier hésita. Êtes-vous sûr? Protocole. Habituellement, le protocole n'importe pas avant qu'il ne soit en sécurité. Son ton fit cesser le débat instantanément. Miranda pressa une main tremblante sur sa poitrine. Elle le regarda comme si elle regardait une vérité se remodeler devant elle. L'homme qu'elle avait autrefois mesuré par sa carrière, ses vêtements et son statut se tenaient maintenant au centre d'une crise qui l'avait silencieusement empêché de devenir une catastrophe. Elle s'approcha. « Tu as sauvé tout le monde dans ce hall. » Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il inspecta les derniers groupes de clients blessés, cherchant quiconque n'avait pas encore reçu de soins. Une femme hyperventilait encore contre le mur. Il l'approcha doucement, la guidant à travers des inhalations et exhalations lentes jusqu'à ce que sa panique s'adoucît. « Tu as fait assez pour ce soir, » murmura Miranda, presque suppliante. « Tu devrais te reposer. » Il la regarda. « Pas avant que tout le monde ne soit compté. Mais ce n'est pas ta responsabilité. » Son regard resta stable. Ça l'est maintenant. Il se tenait là, pris entre l'épuisement et la réalisation.
Le poids émotionnel dans sa poitrine pressait plus fort la honte de ses suppositions antérieures, l'admiration de l'homme qu'il était et la fragile gratitude qui faisait trembler sa voix. Avant qu'elle ne puisse parler de nouveau, un ambulancier paramédical appela. « Nous avons besoin d'aide immédiate pour stabiliser un enfant avec une blessure à la tête. » Il se tourna immédiatement. Miranda le regarda bouger, regarda la détermination dans sa foulée, regarda la façon dont il ne s'arrêtait pas pour questionner sa valeur ou son obligation. Il était déjà agenouillé à côté de l'enfant blessé, évaluant les signes vitaux, dirigeant les médecins sur le positionnement, ajustant la compression sur une blessure avec une aisance pratiquée. Chaque officier, chaque médecin, chaque client effrayé le vit de lui. Pas l'uniforme de maintenance, pas les vêtements de dîner dépareillés, pas le statut social, jette l'homme qui les avait guidés à travers l'enfer et n'avait jamais demandé de reconnaissance. Quand les médecins prirent le relais entièrement, il se laissa enfin expirer, les côtes douloureuses à chaque respiration. Miranda s'approcha de nouveau, plus douce cette voix. « Tu as fait plus que quiconque ici, plus que la sécurité, plus que quiconque. » Il ne répondit pas. Il ne la renvoya pas. Il resta juste là, respirant lentement, scrutant la pièce comme si le danger pouvait encore se cacher derrière la com. Parce que les crises ne se terminaient pas quand l'alarme s'arrêtait. Elles se terminaient quand la dernière personne était en sécurité. Et il n'avait pas fini avant que ce moment n'arrive. Il resta près de la zone de triage même après que les médecins aient pris le plein commandement. Bras croisés lâchement, posture stable, yeux balayant le hall avec cette même vigilance implacable. Le bâtiment se sentait différent maintenant. Pas plus sûr, pas encore, mais plus au bord de l'effondrement. Le pire était passé, mais les conséquences avaient leur propre danger. Choc, mauvaise communication, blessures cachées, spirales émotionnelles. Il avait vu des soldats survivre à des fusillades seulement pour s'effondrer une fois que le bruit s'arrêtait. Les civils n'étaient pas différents. Miranda se tenait à plusieurs pieds de distance, le regardant. Il n'y avait plus de jugement dans son expression, seulement quelque chose de rameur, plus silencieux, un mélange de réalisation et de regret. Elle s'approcha lentement, comme si elle craignait d'entrer dans un espace qu'il gardait. « Tu devrais t'asseoir, » murmura-t-elle. « Tu es blessé, tes côtes, ton bras. »« Je vais bien, » répondit-il, non pas méchamment, juste factuellement. « Il y a encore des gens qui ont besoin d'aide. »« Mais tu les as déjà aidés, » insista-t-elle, la voix tremblante de sincérité. « Plus que n'importe lequel d'entre nous aurait pu. » Il ne répondit pas. Il s'éloigna plutôt, se dirigeant vers un homme qui tremblait de manière incontrôlable, les mains tremblant trop fort pour boire l'eau. Un médecin lui avait donné. Il s'agenouilla, guida la tasse aux lèvres de l'homme, attendit que les tremblements s'apaisent. Miranda le regarda avec quelque chose proche de l'admiration. Un lieutenant de police approcha, puis, presse-papiers à la main. « Monsieur, nous avons besoin de votre déclaration complète maintenant. Vos actions ce soir ont empêché des pertes importantes. Nous recommandons une mention élogieuse à la ville. » Il secoua la tête. « Les déclarations peuvent attendre. » Le lieutenant fronça les sourcils. « Je comprends votre humilité, mais c'est une information critique. Et franchement, mon équipe dit que vous avez pratiquement dirigé la réponse à l'intérieur. » « Il l'a fait, » dit Miranda, s'approchant, la voix plus stable maintenant. « Vous auriez dû le voir avant que vous n'arriviez. Il a géré tout. Son ton portait du poids. L'un des PDG les plus influents de la ville se portant garant d'un technicien de maintenance d'hôtel. Mais il donna toujours au lieutenant la même réponse mesurée. « Les gens d'abord, » dit-il. Rapport plus tard, le lieutenant avait l'air de ne pas être habitué à ce qu'on lui dise non, mais il n'était pas non plus habitué à avoir tort. Et ce soir, il l'était clairement. Il hocha la tête et recula. Il tourna son attention de nouveau vers la pièce. Les médecins bougeaient efficacement maintenant. Les blessés étaient stabilisés.
Les officiers gardaient les points d'accès avec une confiance qu'ils n'avaient pas possédée plus tôt. Des clients avaient arrêté de pleurer et avaient commencé à chuchoter le même mot d'un petit murmure révérencieux. Hero. Il n'entendit pas le mot, mais Miranda le fit. Et chaque fois qu'elle l'entendait, sa poitrine se serrait. Un ambulancier paramédical portant un kit médical le regarda. « Tu sais, tu aurais pu diriger une unité de traumatologie avec ses mains. » Son ton ne plaisantait pas. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il remarqua une petite fille debout seule près du coin, sa robe déchirée, les yeux grands ouverts. Elle n'était pas blessée, mais elle était perdue, aucun parent en vue. Il l'approcha lentement, s'accroupissant pour être à hauteur des yeux. « Hé, dit-il doucement, avec qui es-tu ici? » « Ma maman, murmura-t-elle. Elle a couru quand le son fort est arrivé. « Je suis tombée, je ne sais pas où elle est. » Il adoucit encore sa voix. « Tu es en sécurité maintenant, nous la trouverons. » D'accord, elle hocha la tête, des larmes s'accrochant à ses cils. Il la guida vers les médecins, s'assura qu'ils aideraient à localiser la mère, puis se releva lentement. Cette fois, ses côtes protestèrent. Son avant-bras lancinait du coup précédent, mais la douleur n'était pas une priorité. Le mouvement l'était. Miranda s'approcha de nouveau, incapable de garder ses distances. « Tu ne t'arrêtes pas, n'est-ce pas? » Il ne la regarda pas. S'arrêter blesse les gens. Elle déglutit difficilement. « Qui t'a appris tout ça? » Il marqua une pause, non pas parce que la question l'offensait, mais parce que répondre exigeait d'ouvrir une porte qu'il avait intentionnellement gardée fermée. « Expérience, dit-il doucement. »« Ce n'est pas de l'expérience, murmura-t-elle. C'est de l'entraînement. Un vrai entraînement. Le genre que tu ne tires que de quelque chose de bral. » Il ne confirma ni ne nia. Il se contenta de se détourner quand un autre médecin appela pour des mains supplémentaires pour soulever une civière. Il bougea avec eux, guidant le mouvement, soutenant l'épaule de l'homme blessé pour empêcher la plaie de se rouvrir. Miranda le regarda travailler aux côtés des équipes de police et médicales comme s'il appartenait là, parce qu'il y appartenait. Elle avait bâti des entreprises entières, négocié des affaires valant des millions, commandé des salles de conseil avec aisance. Mais elle n'avait jamais vu un leadership comme celui-ci, sans effort, compatissant, désintéressé, réalisé sans attente de récompense. Et plus elle regardait, plus la honte tirait sous ses côtes. Elle avait moqué cet homme, moqué ses vêtements, moqué son travail, moqué ce qu'elle supposait être une petite ambition. Pourtant, il était la raison pour laquelle tout le monde était en vie. Quand il s'écarta enfin, le souffle plus lourd maintenant, elle s'approcha de nouveau, cette fois avec intention. « Tu n'es pas un technicien de maintenance. » Il rencontra son regard. « Calme. Pas de dé, pas défensif. Je travaille à l'entretien, dit-il. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Sa voix se brisa. « Tu étais quelqu'un avant ça. Quelqu'un d'entraîné. Quelqu'un qui a sauvé des gens avant ce soir. » Il ne cligna pas des yeux. Le long, la vérité s'enfonça. Le souffle de Miranda trembla. Et puis tu es devenu ça. Un travail tranquille, une vie simple. Ses yeux s'adoucirent, non pas en vulnérabilité, mais en clarté. Mon fils avait besoin que je sois à la maison, pas déployé. Le monde sembla basculer sous cette seule phrase. Un père, un protecteur, un homme qui s'était éloigné du chaos pour le bien d'un enfant. Sa gorge se serra. Ton fils, il doit être si fier. Il secoua légèrement la tête. Il est jeune. Il a juste besoin que je me présente. Miranda expira lentement, la culpabilité appuyant comme un poids. Je t'ai complètement mal jugé et je suis désolé. Il ne la renvoya pas cette fois, mais il ne l'absolut pas non plus. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, le lieutenant de police appela de nouveau. « Monsieur, la presse se rassemble dehors. Ils veulent parler à la personne qui a empêché des pertes massives. » Il se tourna pour faire face au lieutenant, pour faire face au choix d'entrer sous les projecteurs ou de continuer à protéger les gens silencieusement. Miranda attendit d'entendre sa réponse. Il donna la même qu'il avait donnée toute la nuit. Pas avant que tout le monde ne soit en sécurité. Et il se déplaça de nouveau vers les clients restants,
Parce que le leadership ne se terminait pas quand le danger passait. Il se terminait quand chaque dernière personne avait été portée hors de la peur. Il se déplaça vers le dernier groupe de clients, ceux qui n'avaient pas encore été guidés dehors parce qu'ils étaient trop secoués pour se tenir debout ou trop engourdis pour comprendre qu'ils étaient en sécurité. La police avait créé un tampon autour du hall. Les médecins terminaient les vérifications finales et les officiers escortaient les familles vers la sortie de la salle de banquet où des bus attendaient pour les reloger dans un abri temporaire. Le bâtiment se stabilisait autour de lui, mais il ne laissa pas la tension dans ses épaules s'apaiser. Pas encore. Une femme serra la veste de son mari près de l'entrée, tremblant alors que les sirènes clignotaient sur son visage strié de larmes. Il l'approcha lentement. « Madame, pouvez-vous marcher? » Elle déglutit difficilement. « Je pense que oui. »« Bien, je marcherai avec vous. » Il soutint son coude, gardant ses pas lents jusqu'à ce qu'elle atteigne les officiers attendant près de la sortie. Au moment où elle passa sous leur garde, elle fondit en sanglots de soulagement, et il fit un signe de tête aux officiers avant de se retourner vers le hall de nouveau. Le chef de la sécurité s'approcha en courant à côté de lui, le souffle encore inégal. Le sergent dehors dit « La presse continue de demander le leader civil à l'intérieur de l'hôtel. Ils veulent votre nom. » Il secoua la tête. « Concentrez-vous sur les évacuations. Vous ne pouvez pas éviter les médias pour toujours, » insista le directeur. « Vos actions ont besoin d'être reconnues publiquement. Les gens ont vu ce que vous avez fait. » Il ne répondit pas. La reconnaissance était non pertinente. La sécurité ne l'était pas. Il scanna la pièce une fois de plus, s'arrêtant sur un petit groupe de clients plus âgés près de la colonne lointaine, assis, stables, mais trop effrayés pour traverser le sol du hall. Il marcha vers eux. L'un des hommes leva la tête, la voix tremblante. « Monsieur, sommes-nous clairs? C'est vraiment fini. C'est fini dans cette pièce, » répondit-il doucement. « Sortons-vous. » Deux officiers se placèrent à côté de lui pour aider. Ensemble, ils guidèrent le groupe à travers le hall à pas lents et réguliers, attentifs à ne pas les presser. Le trauma n'était pas quelque chose à travers quoi vous poussiez des gens. C'était quelque chose dont vous les tiriez. Miranda regardait de la base des escaliers de la mezzanine. Elle n'avait pas détourné ses yeux de lui pendant plus de quelques secondes depuis que le chaos avait commencé. Chaque geste, chaque correction calme, chaque respiration stable, chaque réconfort tranquille arrachait une autre couche des suppositions autour desquelles elle avait bâti sa vie. Le pouvoir n'était pas dans la richesse. La force n'était pas dans les tirs. Le leadership n'était pas dans les salles de conseil. C'était ici dans les mouvements calmes et délibérés d'un homme qui choisissait le service sur l'ego et la responsabilité sur la récompense. Quand il eut fini d'escorter le groupe âgé, elle s'avança enfin, bloquant son chemin involontairement. « S'il te plaît, » dit-elle doucement, « donne-moi juste un moment. » Il marqua une pause, non agacé, non impatient, juste présent. Elle prit une inspiration. « Plus tôt ce soir, j'ai dit des choses que je ne peux pas reprendre, mais je te demande, s'il te plaît, laisse-moi les dire correctement. » Il ne parla pas, la laissant continuer. « Je t'ai appelé faible. » Sa voix se brisa, la culpabilité tirant les mots à part. « Je t'ai humilié devant des étrangers. Et puis tu nous as tous sauvés. Pas parce que c'était ton travail. Pas parce que quelqu'un t'a ordonné de le faire, parce que c'est qui tu es. » Sa gorge se serra. « J'ai tout mal jugé sur toi. » Son expression resta stable, mais quelque chose dans ses yeux s'adoucit à peine, mais indéniablement. Elle continua. « Des gens comme moi traversent la vie en pensant que nous comprenons la force, en pensant que nous savons qui mérite le respect. Mais ce soir, tu m'as montré à quoi ressemble la vraie force. Calme, stable, désintéressé. » Avant qu'il ne puisse répondre, le lieutenant de police s'approcha de nouveau, le souffle urgent. « Monsieur, » une foule se forme dehors. Des gens qui sont sortis plus tôt ont parlé de vous aux journalistes. Ils scandent pour que vous sortiez, et le commissaire demande votre présence au périmètre. Miranda regarda entre eux.
Ils veulent vous remercier. Il laissa échapper le plus faible soupir de fatigue s'insinuant enfin dans sa posture. Ses côtes palpitaient, son bras endolori, les respirations devenant plus lourdes à chaque mouvement. Des heures d'adrénaline s'écoulaient de lui maintenant, remplacées par le poids de la nuit. Mais il secoua de nouveau la tête. Pas avant que les derniers clients ne soient sortis, le lieutenant cligna des yeux. Nous en sommes au dernier groupe. 5 personnes refusant toujours de partir tant qu'elles ne savaient pas que la menace est partie. Il hocha la tête. Où? Près du salon sud. Il se dirigea là-bas instantanément, Miranda traînant derrière lui. Le salon sud était sombre, éclairé seulement par des panneaux de sortie vacillants. 5 clients étaient blottis près du mur lointain. 2 femmes, un homme et un couple d'adolescents. Leurs yeux étaient grands ouverts, reflétant à la fois la peur et l'incrédulité alors qu'il approchait. « Êtes-vous tous blessés? » demanda-t-il. « Et non, bégaya l'une des femmes. Nous ne pouvions juste pas nous faire bouger. »« C'est bon, dit-il. Vous êtes en sécurité maintenant. Je vous accompagnerai. » Ils se levèrent lentement, s'appuyant les uns sur les autres. Il les guida vers la sortie d'un pas sans hâte. Quand ils atteignirent les officiers dehors, l'une des femmes se tourna et murmura « Merci pour tout. » Il hocha la tête une fois, simple reconnaissance, et rentra à l'intérieur pour un balayage final du hall. Mais avant qu'il ne puisse bouger de nouveau, une forte acclamation éclata juste au-delà des portes. Des voix s'élevant, appelant, un chant, pas agressif, pas exigeant, reconnaissant. Miranda regarda vers l'entrée, les yeux s'écarquillant alors que plus de voix se joignaient. « Il vous acclame. » Le chef de la sécurité s'approcha, les mains jointes derrière lui. « Tout le monde à l'intérieur est comptabilisé. Vous êtes la raison. » Le lieutenant de police se plaça à côté de lui. « Monsieur le commissaire veut s'adresser à la foule avec vous à ses côtés. » Il resta là, enfin immobile. C'était le moment où beaucoup de gens entreraient pour être honorés, pour être reconnus, pour laisser le monde voir ce qu'ils avaient fait. Mais il n'était pas la plupart des gens. Il jeta un coup d'œil au dernier médecin emballant les fournitures, au dernier officier escortant une famille, au dernier client tremblant serrant un être cher. Puis il se tourna vers le lieutenant. « Je viendrai, dit-il doucement, mais seulement si vous êtes sûr que tout à l'intérieur est sûr. » Le lieutenant hocha la tête. Ça l'est. Il expira enfin, laissant la tension s'écouler de ses épaules. « Alors allons-y. » Miranda le regarda marcher vers les portes vers une foule, scandant pour l'homme qu'elle avait autrefois renvoyé. Et pour la première fois ce soir, elle sentit la montée de quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Respect. Il franchit le seuil brisé du hall et entra dans l'air de la nuit, où les lumières clignotantes des voitures de police peignaient le trottoir en la vie alternée de rouge et de bleu. La brise froide frappa sa peau trempée de sueur. Mais il ne tressaillit pas. Il était sorti de nombreux bâtiments après le chaos, des complexes en feu, des structures effondrées, des zones d'évacuation. Mais c'était différent. Cette fois, il ne laissait pas derrière lui des compagnons soldats. Il laissait derrière lui des civils terrifiés qui étaient en vie parce qu'il avait refusé de rester immobile. Une foule rassemblée derrière le ruban de police éclata quand ils le virent. Acclamations, applaudissements, voix appelant de toutes les directions. Il n'était pas habitué au bruit. L'éloge n'avait jamais fait partie de son ancienne vie, mais il ne réagit pas avec choc ou inconfort. Il se tenait simplement là, stable comme toujours, laissant leur soulagement les submerger plutôt que lui. Le commissaire de police s'avança, ajustant sa casquette. « Vous êtes le civil qui a dirigé la réponse interne. » Il secoua légèrement la tête. « J'ai aidé là où j'étais nécessaire. » Le commissaire sourit, non pas dédaigneusement, mais avec un respect sincère. « Vous avez fait plus qu'aider. Vous avez empêché un événement de victimes massives. » Il se tourna vers la foule. « Mesdames et messieurs, cet homme a sauvé des dizaines de vies ce soir. » Les applaudissements rugirent plus fort. Il resta centré, les pieds plantés, le regard calme. «
Pour la première fois de la nuit, il se laissa respirer un peu plus profondément. Miranda se tenait derrière le commissaire, les mains jointes, le regardant avec la même expression qu'elle avait depuis le moment où elle avait réalisé qui il était vraiment. Pas un regard de gratitude seul, quelque chose de plus complexe, de plus humain. Le commissaire se pencha. Puis-je demander votre nom pour le dossier? Il hésita, non pas pour se cacher, mais parce que son instinct était toujours de rester petit. Mais rester petit n'était pas la leçon que son fils avait besoin de voir. Être stable n'était pas suffisant. Parfois, la vérité devait être prononcée à voix haute. « Evan Mercer », dit-il doucement. Le commissaire hocha la tête. « Evan, la ville vous doit. » Il ne répondit pas. Il n'était pas là pour l'éloge. Un murmure se déplaça à travers la foule. Une onde de chuchotement. « Evan Mercer! Evan, l'homme à l'intérieur, le héros! » Il fit un pas vers la balustrade, scrutant les dizaines de visages, certains contusionnés, certains bandés, tous vivants. Puis il parla, sa voix stable mais plus douce que les sirènes et les cris. « Tout le monde ici a fait sa part ce soir, dit-il. Les médecins, la police, le personnel, les gens qui ont aidé des étrangers à se relever quand ils tombaient. » Il marqua une pause, le souffle embuant l'air froid. La crise ne se soucie pas du statut. Elle se soucie des actions. La foule se tue. Il jeta un coup d'œil en arrière vers les portes de l'hôtel. Ce qui s'est passé ce soir, ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de comment vous vous protégez les uns les autres quand la pure est la plus forte. Ces mots atterrirent plus fort que n'importe quel discours que le commissaire aurait pu donner. Un instant plus tard, Miranda s'approcha. Elle attendit que le commissaire ait fini de parler à la presse, puis s'approcha d'Evan lentement, prudemment, comme si elle comprenait enfin qu'elle entrait en présence de quelqu'un dont la vie mesurait la force selon une échelle différente. Elle prit une inspiration. Evan. Il se tourna vers elle, l'expression neutre mais pas fermée. « Je vous dois plus qu'une excuse. » Elle dit, « Tu ne m'as pas seulement sauvé. Tu m'as montré qui tu es et qui j'ai échoué à voir. » Il ne s'adoucit pas, mais la netteté dans ses yeux s'apaisa. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas sous pression. Ce n'était pas de la pression, murmura-t-elle, c'était de l'arrogance. Et je suis désolé. Il fit un petit signe de tête. Pas pardon, pas renvoi, juste reconnaissance. Elle continua. Calme maintenant. Tu as dit plutôt que ton fils a besoin que tu te présentes. Ce soir, tu t'es présenté pour tout le monde. Son regard dériva vers les lumières lointaines de la ville. Je me présente parce que ça compte. Il a besoin de grandir en sachant que la force n'est pas bruyante. Miranda déglutit. Alors il apprend de la bonne personne. Le silence s'installa entre eux. Pas lourd, pas tendu, juste réel. Un officier approcha de derrière. « Monsieur, nous avons balayé tout le bâtiment. Votre implication n'est plus requise. » Pour la première fois de la nuit, il laissa sa posture s'affaisser légèrement, les épaules se relâchant. C'était fini. La crise était close. Il se tourna de nouveau vers la foule. Les applaudissements montèrent d'une dernière fois. Pas exigeant, pas frénétique. Reconnaissant, il jeta un dernier regard à l'hôtel, aux portes brisées, à la fumée dérivant dans la nuit, aux officiers gardant les familles, aux médecins chargeant les civières. Puis il recula, se glissant dans les ombres au-delà des lumières clignotantes. Miranda le regarda s'éloigner, une étrange douleur serrant sa poitrine. Elle ne le poursuivit pas. Elle savait que ce n'était pas un moment pour le retenir. Certaines personnes n'avaient pas besoin des projecteurs. Ils avaient juste besoin de savoir qu'ils avaient fait assez. Et Evan avait fait plus qu'assez. Il marcha le long du trottoir tranquille seul, les côtes douloureuses à chaque respiration, l'avant-bras contusionné, les vêtements déchirés, mais vivant, et quelque chose à la maison. Son fils était en sécurité, endormi, ignorant que son père avait passé la nuit à porter un bâtiment entier à travers la terreur. C'était la seule reconnaissance dont il avait besoin.
Alors que la nuit s'installait, ses pas réguliers s'estompèrent dans la distance, laissant derrière lui une foule scandant son nom, une ville endettée envers lui, et une femme qui avait appris à quoi ressemblait le vrai pouvoir. Abonnez-vous et ne manquez pas notre prochaine histoire. Quelque chose de grand arrive ensuite. Croyez-moi, vous le sentirez. Et dis-moi dans les commentaires quelle injustice devrions-nous aborder.